La Terre existait déjà bien avant nous, et elle existera encore longtemps après notre départ. Tous les êtres vivants qui s'y trouvent ont évolué ensemble au fil des siècles. Et bien que nous soyons un maillon de la vie, parce que nous la voyons, nous pensons que nous sommes au-dessus d'elle. La nature nous a tellement donné. Nous avons créé un nouveau monde à partir d'un univers sauvage et construit de grandes civilisations. Il semble qu'il n'y ait rien que nous ne puissions faire. Le ciel lui-même n'était pas une limite. C'était génial d'être de retour dans l'espace. Nous voyons les signes d'une réalité inattendue. Avons-nous atteint les limites de notre nature humaine? Est-ce la fin de la ligne pour nous? Difficile à dire actuellement. Nous vivons en quelque sorte dans le passé de l'avenir. Le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une sphère bleue étonnante. Quand on la voit depuis l'espace, on comprend qu'il s'agit d'une planète qui tourne autour du Soleil sur son axe. Les océans, les nuages, les montagnes, les forêts. On peut tout voir de là-haut. On peut voir à plus de 1000 km dans n'importe quelle direction. Et tout cela se déplace sous nos pieds à une vitesse de 5 km par seconde. Lorsque vous regardez l'horizon, vous voyez un très fin petit ruban bleu d'atmosphère. Et là, vous comprenez. Ça a été un choc pour moi en tant que scientifique. Je pensais être prêt à tout intellectuellement, mais ça m'a choqué de voir à quel point l'atmosphère est mince et à quel point elle est facilement affectée par ce que nous faisons. C'est le grand défi de notre époque, gérer l'impact de l'homme sur l'environnement et ses répercussions sur l'avenir de notre civilisation. Nous coupons tous les arbres, nous tuons tous les poissons. Nous consommons toujours plus. La plupart des articles sur l'écologie parlent de la fin du monde. On se dit tous, quand est-ce que ça va commencer? 3, 2, 1. Le concept de monde, en tant que moyen de distinction entre les êtres humains et tout le reste, n'existe plus. C'est le seul endroit que nous connaissons et où nous pouvons vivre dans tout cet univers. Les choses vont dans tous les sens. Nous modifions de multiples aspects de l'environnement terrestre. Prévoir tous les effets liés à ces changements est des plus compliqués. Que faisons-nous? Nous sommes restés en retrait, nous avons regardé la nature s'éteindre sous nos yeux. Tout le monde se demande pourquoi nous ne réagissons pas davantage. Nous avons utilisé nos capacités pour construire une énorme société technologique très avancée. Mais dans notre essence, nous restons des animaux. Et l'un des problèmes est que, en tant qu'animaux, nous avons certaines émotions et certaines tendances qui sont contre-productives dans notre grande société complexe. Spinoza, le philosophe, a dit « L'homme ne comprend pas vraiment tous les processus inconscients qui contrôlent ses agissements et ses pensées lorsqu'il est conscient. » Peut-être que les solutions que nous recherchons sont d'abord en nous, dans nos gènes, nos motivations subconscientes, nos instincts les plus primaires. Je pense que nous sommes l'espèce la plus flexible qui ait jamais évolué. Et lorsque vous voyez des gens prospérer dans l'Arctique, dans le désert du Kalahari ou dans la forêt amazonienne, ce sont des réalisations titanesques. Mais nous avons aussi la capacité de détruire tous ces habitats et tout ce qui s'y trouve.
L'évolution peut-elle nous aider à comprendre le moi conscient que nous avons aujourd'hui et l'avenir de l'humanité? Du point de vue de l'évolution, l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres. Nous sommes uniques, mais la biologie de l'évolution considère en fait que chaque espèce est unique. Chaque espèce, peu importe le lieu, est un génie de la survie. Sinon, elle ne serait pas là. Chaque espèce peut nous apprendre quelque chose. Quand on regarde toutes les formes de vie, les plantes et les animaux, elles semblent si différentes les unes des autres. Mais bien sûr, nous sommes tous constitués de la même manière. Les atomes qui font les molécules, qui produisent l'ADN, et la diversité ont déclenché ce processus de sélection naturelle. Nous savons donc que la sélection naturelle a permis à la diversité d'apparaître en choisissant les individus les mieux adaptés à l'environnement. La sélection naturelle a fait évoluer différentes lignées d'organismes. Et nous sommes au sommet d'une de ces lignées. Être des animaux ne nous réduit pas au rang de bêtes utilitaires dans notre civilisation sophistiquée. C'est exactement le contraire. Ça signifie plutôt que cette sophistication remonte jusqu'aux coléoptères, aux ailes iridescentes. Car il y a quelque chose d'intrinsèquement non utilitaire et ludique dans l'évolution. Nous faisons partie du cycle naturel. Nous faisons partie de la Terre et nous dépendons fondamentalement de ses bonnes grâces. Une relation très symbiotique avec tout ce qui se trouve sur Terre. Et j'entends certaines personnes dire « Non, non, c'est une question de science, ce n'est pas pour nous. C'est le domaine de Dieu. Nous ne devrions pas y aller. » Je peux entendre ce point de vue, mais je ne pense pas que ce soit ce que je vois dans les Écritures. Ce que je vois dans les Écritures, c'est ce que je veux vous montrer. Je veux me révéler à vous. Je ne vois pas la science comme un défi pour ma foi. En fait, je la vois comme une affirmation de ma foi. Nous sommes nouveaux sur la planète. Notre évolution est la plus récente. Nous sommes à l'essai. En termes d'évolution, les animaux s'adaptent à leurs conditions écologiques. Mais nous, en tant qu'humains, nous avons pu contrôler nos conditions écologiques. L'évolution en elle-même est un processus par lequel les organismes deviennent plus efficaces pour extraire les ressources de leurs environnements. L'être humain est unique. C'est ce qui le différencie de tous les autres animaux. C'est sa maîtrise de la technologie. Nous sommes capables de transformer notre environnement comme aucun autre animal peut le faire. Nous, les humains, nous sommes des primates à gros cerveau qui ont eu de la chance en devenant bipèdes et en découvrant comment contraindre d'autres animaux à distance, notamment à travers le lancer. Nous avons compris comment apprivoiser le feu et l'utiliser à notre avantage. L'évolution de notre technologie nous a permis de nous étendre à de nouveaux territoires et de manipuler l'environnement, ce qui nous a donné un net avantage. Des endroits comme celui-ci me rappellent à quel point la nature peut être rude. Nous sommes tellement habitués à vivre dans l'air conditionné et à bénéficier du confort du monde moderne. Mais lorsque vous allez dans la nature et que vous en faites l'expérience, vous vous rendez compte à quel point nous sommes faibles en tant qu'animaux. Et c'est dû au fait que nous sommes fondamentalement une espèce culturelle. La culture est notre système de survie. Notre culture cumulative nous permet de nous protéger contre les dures réalités de l'environnement et de le remodeler. Notre culture fait partie intégrante de notre écologie. Nos ancêtres humains remontent à plus de 4 millions d'années et les hommes anatomiquement modernes à plus de 200 000 ans. Nous avons donc hérité de leurs traits de survie. D'une certaine manière, ces traits sont présents en chacun de nous, un peu comme optimisés dans le temps. Nous nous soucions beaucoup de ce que les autres pensent de nous en se comparant à eux. Nous essayons toujours d'atteindre le même état émotionnel quotidien que nos ancêtres qui ont réussi.
Nous avons dans notre cerveau les mêmes neurotransmetteurs que ceux qui créaient le sentiment d'exaltation que nos ancêtres éprouvaient lorsqu'ils trouvaient la récompense inattendue que pouvait représenter une baie ou une noix, ou lorsqu'ils se réjouissaient d'une chasse fructueuse. Mais dans une culture où la technologie est omniprésente, nous sommes entourés de stimuli prêts à l'emploi qui nous poussent à nous récompenser nous-mêmes. Nos impulsions évolutives peuvent être facilement détournées. Quel que soit l'endroit où nous avons grandi dans le monde, il est dans notre ADN de copier ceux qui nous entourent. Pour les humains, l'imitation fait partie intégrante de l'appartenance à une tribu. Aujourd'hui, nos adaptations se font principalement en fonction de l'environnement culturel que nous avons créé autour de nous. Si nous ne nous intégrons pas dans notre culture, nous ne reproduisons pas et nous aurons du mal à survivre. Nous serons ostracisés. Ce qui, dans une espèce sociale comme la nôtre, peut ressembler à une condamnation à mort. Le cerveau humain est-il inadapté à notre évolution et aux circonstances modernes dans lesquelles nous nous trouvons? Nos besoins sont-ils différents de ceux de nos ancêtres? Le mot « besoin » fait référence à ce qu'on désire profondément. Une tablette de chocolat, par exemple. Et là, je suis sûr que les Néandertaliens auraient adoré le Coca-Cola Zéro. C'est vrai qu'ils avaient l'air vraiment bons et purs parce qu'ils n'en avaient pas, contrairement à nous qui semblons plus intéressés par ce genre de choses. Mais ils ont vraisemblablement le même système nerveux que le nôtre. S'il est vrai que les hommes de Néandertal sont devenus accros à Angry Birds, il y a quelque chose de vrai à propos de la société contemporaine. Elle dit quelque chose de vrai concernant les peuples anciens. Voici le cerveau d'un être humain moderne, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est identique à celui d'individus ayant vécu il y a 50 000 ans. Mais bien entendu, les informations stockées dans ce cerveau moderne sont très différentes de celles contenues dans celui de nos ancêtres. En fait, le cerveau encode l'information, et cette information change d'une génération à l'autre. Ainsi, comme vous pouvez le voir, l'évolution humaine est l'accumulation de sagesse et de connaissances transmises d'une génération à l'autre. Notre système perceptif n'est pas adapté aux changements massifs qui s'opèrent sur la planète, pas plus qu'il ne l'est aux infimes détails de ces changements. Le système d'alarme de notre cerveau en cas de menace, l'amygdale, et nos centres émotionnels sont très sensibles à ces dangers antérieurs. Cette époque où un bruissement dans les buissons pouvait correspondre à un tigre sur le point de vous dévorer, aux réalités symboliques d'aujourd'hui du genre « je ne suis pas traité avec équité » ou « chérie, il faut qu'on parle », bref, tout facteur déclencheur. Nous avons un système très rapide qui est une sorte de gestionnaire des réactions viscérales, des réponses réflexes ou instantanées face au danger. Et d'un autre côté, nous avons un système plus lent, plus délibératif, qui met du temps à s'engager. Un système lent et pondéré que nous devons garder engagé lorsque vient le moment d'examiner des questions complexes du monde qui nous entoure. Nous sommes des êtres physiques et biologiques qui évoluent dans un océan d'énergie cosmique. Cela paraît plutôt tripant, et ça l'est, là où chaque partie contient des informations sur l'ensemble. La vision à long terme est à la fois tournée vers le passé et vers l'avenir. À 99,9% de notre histoire évolutive, nous avons été des chasseurs et des cueilleurs, vivant en de petits clans où chacun partageait des liens familiaux et où nous avions donc tout intérêt à prendre soin les uns les autres. Nous vivions également de la terre de manière à ne pas aller au-delà des capacités limites de l'environnement. Il n'y avait aucun moyen de stocker de la nourriture pendant de longues périodes, de sorte qu'il était impossible d'avoir du surplus. Cela a eu pour effet de créer un système social très égalitaire
où les femmes étaient autonomes et où il n'y avait pas de réelle hiérarchie de dominance rigide entre les hommes. Ce n'est qu'après l'invention de l'agriculture et la domestication des plantes et des animaux que les êtres humains ont été confrontés à la question de savoir quoi faire des ressources excédentaires. C'est le début de la révolution néolithique. Nous nous sommes lancés dans l'agriculture pour la première fois. Tout a décollé à partir de là, et cela n'a duré que 12 000 ans. Un véritable battement de cils en termes d'évolution. Le contrôle de la production et de la distribution de ces ressources excédentaires a entraîné un changement dans l'organisation culturelle et sociale de l'humanité. Un peu comme l'ADN, l'évolution culturelle est un système transférable. Il possède toutes les propriétés d'un système évolutif. Dès lors que nous avons découvert l'agriculture, les choses ont changé. Nous avons commencé à agir comme une entité plus grande, à l'instar d'une colonie de fourmis ou de termites ou d'une ruche. Les abeilles et les fourmis sont des organismes individuels qui jouent des rôles différents. Ils se précipitent pour se nourrir ou défendre la colonie et, collectivement, ils créent un super-organisme. Bien entendu, les êtres humains n'ont rien d'insectes sociaux. Mais si vous observez un village ou une ville à travers le temps, vous rendrez compte que cela ressemble beaucoup à un super-organisme interdépendant en pleine croissance. Une réorganisation de l'existence matérielle aux lourdes conséquences. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde d'abondance matérielle et d'énergie bon marché, ce qui nous amène à penser que c'est normal pour les êtres humains, que c'est une condition humaine normale. Les sociétés anciennes, du Moyen-Âge jusqu'à l'ère moderne, consacraient 90% de leur économie à la production d'énergie, principalement sous forme de denrées alimentaires. Ce qui signifie que 90% des activités de la population consistaient à produire de l'énergie, autrement dit, à assurer leur survie. Nos vies dépendaient des flux solaires. La lumière du soleil frappait la terre. La photosynthèse faisait pousser les plantes, la pluie et le sol, grâce à leurs nutriments, faisait pousser les cultures, les animaux mangeaient les cultures, et nous mangions les animaux. L'énergie se transforme d'un état à un autre. Nos corps sont le produit de la lumière actuelle du jour. Nous ne sommes que des entités éphémères, qui apparaissent, évoluent un peu, puis disparaissent. Voilà comment fonctionne le système. Nous avons la chance d'être en vie, de nous déplacer sur cette planète, d'y faire et d'y créer des choses, tout ceci grâce à ce gigantesque flux d'énergie qui provient du Soleil. L'univers tout entier est une gigantesque machine à disperser des potentiels énergétiques. L'énergie est essentielle en ce sens que rien dans cet univers ne bouge sans qu'un potentiel énergétique ne soit présent. Nous avons également été en mesure d'augmenter cette quantité d'énergie, déjà assez importante, en utilisant des ressources anciennes gelées dans la croûte terrestre sous la forme de ce qu'on nomme les combustibles fossiles. L'énergie solaire fossile est si puissante qu'elle est indissociable de la magie. Et nous avons exploité cette ancienne énergie pendant une très brève période de l'histoire de l'humanité. La composition chimique de 50% des protéines et de 80% d'azote de notre corps provient indirectement de la signature chimique de cette énergie solaire fossile que nous exploitons. Nous sommes donc différents de nos ancêtres qui étaient constitués d'énergie solaire, alors que nous sommes constitués de combustibles fossiles. Dans les sociétés qui vivent de la chasse et la cueillette, l'énergie solaire suffit à nourrir une personne par kilomètre carré.
L'agriculture de subsistance de base peut subvenir aux besoins d'un grand nombre de personnes, mais loin de la densité de population que nous connaissons aujourd'hui. Notre mode de vie actuel est anormal. Il n'y a donc pas vraiment de moyen pour quiconque de savoir, à un niveau viscéral, que le système présente des problèmes, car il suffit de regarder autour de soi pour conclure que tout fonctionne. Par le passé, si tant est que nous y accordions de l'attention, on utilisait du bois. Nous sommes quelque peu conscients du fait que nos prédécesseurs utilisaient du bois et qu'ils en ont tellement consommé qu'ils ont dû passer à autre chose, au charbon en l'occurrence, puis au pétrole. Il y a 80 ans, on ne trouvait du pétrole en Amérique que sous la surface. Nous avions besoin que de très peu de machines pour exploiter ces puits éruptifs et nous produisions 100 fois plus d'énergie que nous n'en avions fourni. Tout à coup, un nouveau mode de transport a vu le jour, et avec lui une manière complètement nouvelle de se nourrir, de s'habiller, de construire des abris, ce qui a totalement changé notre mode de vie. Grâce à ça, nous avons pu sortir du pays. Tout au long de l'histoire de l'humanité, nous avons dû vivre en quelque sorte éparpillés afin de ne pas trop solliciter une ressource en particulier. Lorsque nous avons commencé à importer de la nourriture ou de l'énergie, nous pouvions vivre à peu près où nous voulions et là où nous voulions vivre. C'était en ville. On a donc assisté à une migration massive et aux campagnes qui se sont vidées. Nous nous sommes tous installés en ville car nous pouvions ainsi acheminer les aliments que nous cultivions à la campagne vers la ville et, une fois en ville, nous pouvions faire tout un tas d'autres choses. Nous allions pouvoir créer toutes ces connaissances, des technologies, cette force de croissance économique, et plus nous vivions de cette façon, plus il était difficile de se souvenir de ce qui nous avait permis d'en arriver là, à savoir l'énergie bon marché. Les êtres humains sont progressivement devenus un super-organisme fonctionnel. Au départ, il fallait maximiser l'excédent de céréales. Nous avons commencé à cultiver plus de céréales et à les stocker, ce qui a permis à notre population de croître et à notre territoire de s'étendre. Alors aujourd'hui, nous maximisons la plus-value. Nous maximisons ces représentations financières, numériques et électroniques. Mais l'argent n'est en réalité qu'un droit sur certains services énergétiques. Au final, l'argent, le commerce, la technologie sont tous au service du superorganisme. Il est pratiquement impossible pour les individus de fonctionner de manière indépendante dans la société moderne. Nous contribuons et dépendons d'un superorganisme en pleine croissance pour nous nourrir, nous vêtir, alimenter nos communications sophistiquées et même protéger nos sociétés les unes des autres de guerres hautement organisées. Nous vivons dans un maillage d'interdépendance énergivore dont nous n'avons jamais vraiment eu une vue d'ensemble. Un état d'abondance peut avoir des conséquences inattendues. C'est le paradoxe de notre époque. En arrière-plan de tout ce que nous faisons, que nous nous considérions comme capitalistes, soviétiques ou féodaux, tout est une sorte de programme, de recette, d'algorithme, le fonctionnement logistique de cette société néolithique qui a vu le jour partout dans le monde. Le problème, c'est qu'à force de laver, de rincer et de répéter la même opération assez souvent, on finit par en révéler les défauts. Par exemple, le fait que je démarre ma voiture, sur le plan statistique, n'a aucune incidence du point de vue du réchauffement climatique. Par contre, des milliards et des milliards de tours d'allumage de voitures ont plus d'incidence et c'est là le paradoxe. Tout à coup, nous réalisons que nous faisons partie d'un superorganisme. Nous nous sommes empêtrés dans des systèmes de production, de fabrication et de consommation. Il est extrêmement important de reconnaître que nous faisons tous partie du système.
En tant qu'organismes sociaux, nous sommes un peu comme des fourmis. Les signaux que nous échangeons sont bien plus complexes que les simples signaux chimiques échangés par les fourmis, mais nous échangeons tout de même des signaux. Et, en tant qu'être humain, nous prenons des mesures individuelles qui, dans l'ensemble, provoquent un comportement émergent. Le problème qui se pose aujourd'hui est que ce comportement émergent devient de plus en plus complexe et porte préjudice à la planète, à nous-mêmes et à de nombreuses autres espèces. Les comportements émergents sont partout autour de nous, ils peuvent rapidement évoluer et devenir imprévisibles. Personne ne pouvait prévoir que notre mode d'interaction conduirait à Internet, au téléphone intelligent, à la disparition des cabines téléphoniques et à l'essor des fermes de serveurs. Qui sait ce qui se passera ensuite? Nous sommes tous dans le même bateau. Peut-être qu'en déconnectant du système et en vous promenant vraiment partout, vous avez le droit de vernir votre image. Nous sommes de minuscules microbes vivant à la surface de cette immense planète. Nous pouvons réellement affecter cette planète et l'amener à réagir. À ce rythme, si nous n'arrêtons pas d'émettre du dioxyde de carbone, nous allons très bientôt avoir des ennuis. Nous allons connaître d'énormes dérèglements climatiques. La ceinture de pluie va se déplacer. Des centaines de millions de personnes, voire 1,5 milliard, auront des difficultés d'accès à l'eau potable et à la nourriture. La question n'est pas de savoir à quoi ressemble le monde lorsqu'il fait froid ou chaud. Nous vivons un temps de changement. Le plus intéressant, c'est la façon dont le monde change lorsque la concentration dans l'atmosphère de dioxyde de carbone et d'autres gaz à effet de serre augmente considérablement, comme c'est le cas ici, ou lorsqu'il connaît une énorme perte de sa biodiversité à cause de notre comportement. Si un grand changement se prépare et que nous voulons savoir comment il pourrait réagir à l'avenir, que faisons-nous? Nous considérons ce qui s'est passé dans le passé. L'histoire géologique renforce largement les leçons tirées des modèles climatiques. Quand on dit que le doublement du dioxyde de carbone entraînera un réchauffement d'environ 2,5 à 3 degrés, l'histoire de la Terre est largement conforme à cette affirmation. C'est pourquoi une grande partie de mes recherches est axée sur la reconstruction du climat passé. Nous cherchons des transitions spectaculaires. Mais il n'y en a pas beaucoup, car dans l'histoire de la Terre, les choses changent progressivement. Il y a 3 ans, j'ai commencé à travailler sur un projet. Il s'agissait d'étudier un événement vieux d'environ 120 millions d'années. Et le but était d'explorer exactement cette question. Il était question de ce que nous considérons généralement comme un phénomène d'acidification rapide des océans, un phénomène de réchauffement rapide, et nous nous sommes dit qu'il fallait examiner la situation et voir ce qu'il se passait. Au fur et à mesure que nous avancions dans nos recherches, que nous améliorions nos modèles d'âge et que nous reconstruisions de mieux en mieux les changements climatiques, il est devenu évident que cet événement particulier, vieux d'environ 100 millions d'années, s'est produit pendant environ 40 000 ans. Cela correspond au même degré de changement climatique que nous pensons atteindre au cours des 100 prochaines années. Il y a beaucoup plus d'énergie dans le système. Nous savons très peu de choses sur la manière dont les systèmes biologiques de support de vie sur la Terre réagiront à des changements radicaux et rapides. Nous avons d'extraordinaires biomes sur cette planète qui sont tous des pièces d'un puzzle. L'image est claire lorsque toutes les pièces sont fonctionnelles et présentes. Mais dès lors que vous commencez à enlever ces pièces, on ne voit plus vraiment à quoi ressemble l'image, et le fonctionnement global du système est déréglé. La calotte glaciaire arctique rétrécit. La masse de glace du Groenland disparaît à raison de 300 gigatonnes par an, soit 300 km3 de glace par an. L'océan change, le niveau de la mer monte. Nous observons une hausse significative du niveau de la mer. Nous nous attendons à ce qu'il atteigne 2 pieds, voire plus, avant la fin de ce siècle. Tous ces éléments sont des faits. Ce n'est pas tant le changement lui-même qui est important, mais la vitesse à laquelle il se produit.
Plus le changement est rapide, moins nous n'avons le temps de nous adapter. Plus le changement est rapide, moins les arbres ou le plancton qui vit dans l'océan n'ont de temps pour s'adapter. Plus le changement est rapide, moins les écosystèmes n'ont de temps pour s'adapter. Et plus c'est complexe, plus il est difficile de prédire les conséquences de ce changement. Le changement climatique va exercer une pression énorme sur des sociétés déjà soumises à des tensions politiques internes et à des tensions induites par le manque de ressources. Par exemple, la disponibilité de la nourriture et de l'eau, les événements dramatiques liés au changement climatique, autant de facteurs susceptibles d'exacerber les divisions au sein de la société. L'accès à la richesse crée des divisions, de même que l'accès à la nourriture et à l'eau qui provoquent des divisions plus marquées. Cela aura un impact sur la manière dont vivent les êtres humains sur la planète. Et dès lors que cet impact se fait sentir, les gens se déplacent et sont en colère. Les terres perdent de leur valeur ou en gagnent. Les populations changent et ces changements déstabilisent les gouvernements. Nous pourrions lever les yeux la nuit et admirer les étoiles lointaines comme si nous étions dans une boule de neige cristalline. Mais nous ne pouvons plus repousser nos problèmes dans l'arrière-cour des moins puissants, des moins fortunés d'entre nous. Nous sommes ici, et nous avons été créés ici, où tout est lié. Les agriculteurs, les chiens, les lampes LED, les fleurs, les crayons, les politiciens, les micro-ondes, les pingouins, le passé, le présent et l'avenir. Au cours des 10 prochaines années, nous allons accroître notre richesse de 50%. La question profonde est de savoir si cela signifie que nous serons 50% plus riches, au sens propre, 50% mieux lotis ou 50% plus heureux. Pour obtenir davantage d'informations sur le changement climatique, l'épuisement des réserves de pétrole ou la destruction de l'environnement, les gens ne savent pas quoi faire dans la mesure où ils font partie de cet organisme qui essaye d'obtenir davantage de substances chimiques euphorisantes dans le cerveau. Le tapis roulant devient un peu plus petit chaque jour, et le nombre de personnes qui veulent être sur ce tapis roulant est lui aussi un peu plus grand chaque jour. Au bout du compte, il n'y aura pas assez de place pour courir et les gens tomberont. Énormément de gens. Nous sommes profondément motivés par le besoin d'avoir un but et par un sentiment d'autonomie, d'efficacité et de contrôle. Quand il apparaît que nos dons, notre énergie, notre force vitale n'auront aucun impact, nous nous retirons tout simplement et nous réorientons généralement cette énergie-là où nous avons le sentiment d'avoir plus d'impact. Et où cela se situe-t-il dans notre culture actuelle ? Dans la consommation. L'économiste Immanuel Wallerstein a parlé de la théorie des systèmes mondes, dans laquelle toutes les choses sont liées pour le meilleur et souvent pour le pire. De sorte qu'en vivant ici, dans la partie la plus industrialisée de ce monde industriel, nos tentacules s'étendent partout. L'efficacité est la capacité à produire un résultat souhaité. Mais les résultats que nous obtenons sont-ils ceux que nous souhaitons ? Les animaux sauvages disparaissent à tout jamais. Notre intelligence est en train de refaire le monde sous nos yeux. Aujourd'hui, il suffit de cliquer sur un lien quelque part pour que quelque chose apparaisse devant sa porte sans que l'on ait la moindre idée de ce qui a permis de le faire parvenir jusqu'à nous. Tout ce que nous savons de ce qui l'a amené là, c'est le prix. Nous nous désintéressons de plus en plus de ce que coûte réellement la création et le transport des choses que nous utilisons. L'énergie est vraiment au centre de la physique. Mais pour un profane, la façon la plus simple de la définir est probablement en disant que l'énergie est la capacité à effectuer un travail.
Le travail est une force qui s'exerce sur une distance. Ainsi, à chaque fois que vous déplacez un objet de la Chine aux États-Unis ou du sol au plafond, vous dépensez de l'énergie. Pour vous rendre au travail, il faut évidemment de l'énergie. Pour faire bouillir 1 litre d'eau, il faut l'équivalent de 500 calories de nourriture. Tout type de transformation nécessite de l'énergie. Bien que nous soyons des créatures puissantes sur cette planète, nous avons néanmoins besoin de l'écosystème pour survivre. Nous avons donc tout intérêt à ne pas le détruire, car ce serait plutôt néfaste. Il s'agit d'une transition, d'une révolution, ou appelez ça comme vous voulez. Mais le fait est que toutes ces révolutions ou ces transitions qu'il y a eu dans le passé ont eu un coût. Une transition énergétique doit être payée en énergie. L'énergie est l'essence de la vie. Elle crée le mouvement et la nourriture. Toute vie exploite les flux d'énergie. Nous avions l'habitude de mesurer les unités d'énergie en termes de chevaux-vapeur. Un cheval peut accomplir le travail de 10 hommes. Un petit tracteur, celui de 40 chevaux, et une seule semi-remorque, celui de 450 chevaux ou plus. Et contrairement aux chevaux, les camions peuvent travailler jour et nuit par tous les temps. Le flux de combustible fossile a donné un coup de fouet à notre société. Pour faire simple, aujourd'hui nous disposons d'une science qui nous permet de réaliser que ces esclaves fossiles, qui ne se plaignent pas, ne dorment pas, sont infatigables et super forts, font cependant leurs besoins et respirent. Et leur souffle est à l'origine du réchauffement de notre biosphère et de l'acidification de nos océans. Il vaut mieux les maintenir dans le sol, ce qui n'est pas si simple. Si l'on considère l'énergie contenue dans les combustibles fossiles, on peut dire que 90% du travail effectué dans les économies humaines l'est par des esclaves fossiles. L'Américain moyen consomme 220 000 kilocalories par jour. Une chose à laquelle on ne pense pas, car n'ayant en tête que les 3000 ou 3500 kilocalories de nourriture que nous mangeons. Et notre empreinte énergétique est presque 100 fois supérieure à cela si l'on considère les bus, les avions, tous les hôpitaux, Disneyland, NASCAR, bref, toutes ces choses que nous achetons et importons à travers le monde. Le pétrole est le secteur dans lequel les gens investissent et autour duquel gravitent la plupart des fonds de pension et d'institutions dont dépend l'humanité. Les énergies renouvelables, bien qu'elles soient arrivées à maturité et qu'elles soient de plus en plus bon marché, ne remplaceront jamais cette infrastructure et cette civilisation. Nous disposons de très peu de temps pour passer à une économie à faible émission de carbone, mais il serait très naïf de notre part de continuer à se dire « maintenons le pétrole dans le sol et faisons fonctionner tout le reste ». Si vous vous demandez si l'énergie solaire peut alimenter notre société telle qu'elle est aujourd'hui, vous avez déjà la réponse. C'est non, c'est impossible. Pour passer du pétrole, du gaz et du charbon à l'énergie solaire, il faut changer beaucoup de choses. Notre système alimentaire est un puits d'énergie. Pour produire une calorie nutritionnelle, il faut utiliser 10 à 12 calories fossiles. Actuellement, sur la planète, on compte environ 100 000 milliards de dollars de machines qui fonctionnent à l'essence ou au diesel. Ainsi, derrière chaque baril de pétrole que nous achetons à 50 $, se cachent des milliers d'esclaves fossiles. Aux États-Unis, le parc automobile est constitué de 250 à 270 millions de voitures et de camionnettes en circulation, ce qui représente plus d'une décennie de production et davantage de richesses que le produit intérieur brut, en un an, ne serait en mesure de remplacer. Ces changements ne se feront pas du jour au lendemain. Il existe un paramètre très fondamental dans l'évaluation de ce genre de choses. On l'appelle le retour d'énergie sur l'énergie investie. L'énergie ne se monnaie pas en dollars. Enfin, si,
mais elle coûte particulièrement de l'énergie. Le pétrole est la plus grande industrie sur la planète. C'est donc lui qui donne le ton en termes d'inflation. Si vous augmentez le prix du pétrole, tous les autres prix augmentent jusqu'à ce que les gens s'adaptent et puissent à nouveau être capables de payer le coût d'extraction du pétrole. Ce n'est donc pas que nous sommes en manque de pétrole, ou de charbon ou de gaz, mais plutôt qu'il est de plus en plus coûteux en termes d'énergie de les obtenir, parce que plus c'est cher, moins c'est avantageux pour le reste de la société. Dans les années 1930, nous avons utilisé tout le pétrole de Beverly Hillbilly qui bouillonnait sous terre. L'énergie nette, c'est-à-dire l'énergie restante après avoir payé le coût énergétique de la recherche et de l'extraction, est en berne aujourd'hui. Nous ne réalisons pas encore l'ampleur et les enjeux de ce qui se passe. Lorsque nous contractons une dette, nous promettons de la rembourser avec de l'énergie future. Les combustibles fossiles ne dureront pas éternellement. Ils ne pourront pas durer éternellement. Le potentiel énergétique d'un baril de pétrole équivaut à celui d'un être humain qui travaille 40 heures par semaine pendant 4 ans et demi. Il faut penser à l'avenir. Il faut conserver quelque chose pour l'avenir afin de pouvoir récolter de l'énergie renouvelable. Ne mangez pas toutes vos semences de maïs, dit un vieil adage. Les agriculteurs avisés savent que s'ils mangent toutes leurs semences de maïs, il ne restera plus rien à semer pour une future récolte. Les générations futures regarderont-elles en arrière et considéreront-elles qu'une grande partie de l'énergie que nous avons consommée a été gaspillée? Sommes-nous en train de dévorer toute notre semence de maïs? Nous sommes si nombreux à nous être habitués à un niveau de confort et de commodité sans précédent dans notre passé biologique. Nous devons redéfinir nos attentes. Non pas en fonction de ce que nous pourrions perdre, mais en fonction de ce que nous pourrions gagner en nous préparant à quelque chose de différent. Les combustibles fossiles sont néfastes. Nous devons les maintenir enfouis dans le sol. Voilà pourquoi nous avons lancé une vaste campagne de désinvestissement pour arrêter d'investir dans le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Même si nous cessons d'investir dans les actions, tant que nous continuerons de nous déplacer en avion et en voiture, à disposer d'infrastructures construites autour de transports bon marché et d'une connectivité mondiale des chaînes d'approvisionnement, un fonds spéculatif rachètera ces actions 5 centimes moins cher. Nous pouvons très facilement entrer en mode, par exemple, en parlant du pétrole, discours d'assuétude. Du genre, je vais laisser cette bouteille de whisky dans le placard et je n'en toucherai pas une goutte. Si bien que, paradoxalement, je reste focalisé sur cette bouteille. En fait, il ne s'agit pas vraiment de penser différemment. Un lendemain de veille marqué par ce mythe selon lequel les choses devraient se passer en douceur et que la douceur est quelque chose de réel. Si dans 10 ou 20 ans, vous vous retrouvez dans un monde où l'énergie n'est pas bon marché, il vous faudra dénouer, d'une manière ou d'une autre, ce gigantesque système urbain mondial. En jetant un coup d'œil dans l'histoire, on se rend compte que cela s'est déjà produit. L'une des raisons de la chute de l'Empire romain est qu'il n'était pas en mesure d'assurer l'approvisionnement de Rome et des autres grandes villes en denrées alimentaires et en autres fournitures. Les villes n'étaient plus habitables, elles ne fonctionnaient plus. Alors cette fois-ci, que se passe-t-il ? Dans le passé, ce sont des conflits avec d'autres tribus qui ont permis à l'humanité de progresser au prix d'énormes massacres. La Première Guerre mondiale nous a apporté la radio et les avions, et la Deuxième Guerre mondiale, l'énergie nucléaire. La course à l'espace entre les États-Unis et l'Union soviétique et la guerre froide nous ont apporté les satellites de communication, la géolocalisation et bien d'autres choses encore. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous devons travailler ensemble. Nous ne pouvons pas travailler les uns contre les autres. Nous devons travailler les uns avec les autres. Travailler les uns avec les autres en pensant à l'avenir et non pas les uns contre les autres dans le présent.
Le problème ne réside pas tant dans ce que nous pensons du monde dans lequel nous vivons, mais plutôt dans la manière dont nous pensons le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, nous avons ici un cerveau humain. Quand on le voit en vrai, on est quelque peu déçu, n'est-ce pas? Il est tout petit par rapport à ce qu'il arrive à faire. Quand on pense à ce dont nous sommes capables et qu'on se dit que tout cela sort d'un si petit objet, c'est tout à fait remarquable. Imaginons un instant que nous entrons dans un monde théorique où tout ce qui existe, à tous les niveaux, a la même valeur. Des gratte-ciel aux arbres, en passant par les êtres humains, le soda, les tasses, les orang-outans, les chaussures, les valises, les embarcations, l'eau, les diamants et les libellules. Et même le temps lui-même. Si nous parvenons à imaginer que toutes ces choses sont intrinsèquement égales, alors nous saurons que ce que nous percevons comme la réalité provient des jugements de valeur qui existent dans notre esprit. Si tout existe de la même manière, nous serons confrontés à un problème intéressant. S'il est vrai que le simple fait d'exister tue un grand nombre de formes de vie, je dois alors déterminer quel type de forme de vie j'aimerais tuer. Et pour cela, je dois être conscient et explicite, ce qui est une tâche extrêmement difficile. Par exemple, il y a toujours une conséquence involontaire à ce que nous faisons. La réalité se produit simultanément à plusieurs niveaux. Il est impossible d'y parvenir complètement. C'est pourquoi nous sommes à nouveau confrontés à la notion d'exploration de différentes nuances d'hypocrisie. Vous connaissez cette fameuse étude qui dit « soit je vous offre 20 $ maintenant, soit je vous offre 50 $ dans une semaine ». Les gens sont presque toujours obligés d'opter pour le court terme. Oui, si on y réfléchit bien, jusqu'à un certain point, c'est très rationnel, parce que vous pourriez être mort. C'est vrai, vous ne savez pas qui va... Un oiseau dans la main vaut mieux que 2 sur le buisson. Absolument. Il y a donc une certaine rationalité dans cette actualisation. Les organismes qui se préoccupaient de l'avenir dans 50 ans ont été surclassés par ceux qui se préoccupaient de l'avenir d'ici à 5 minutes. Notre destin est entre nos mains, dans celle de personne d'autre. Comment allons-nous façonner l'avenir pour qu'il soit meilleur? Qu'est-ce qui définit notre identité? Sommes-nous définis par nos pulsions ou par nos principes? Qui sommes-nous? Ce que je suis est en fait l'accumulation de mes expériences et de mes interactions avec les autres. Les bébés n'ont pas de concept de soi, ils n'ont pas la moindre idée de qui ils sont. Mais au fur et à mesure qu'ils interagissent avec d'autres personnes, ils commencent à se créer une image d'eux-mêmes, un sentiment et des pensées sur qui ils sont. Toutes ces informations sont le fruit des points de vue avec des réponses données par les autres. Dans notre société moderne, les gens consacrent beaucoup de temps et d'efforts à accumuler des objets et des possessions qui n'ont parfois aucune utilité particulière. Mais c'est presque comme si nous devions acquérir des choses autour de nous pour affirmer notre personnalité. Nous utilisons les objets comme une extension de nous-mêmes. Dans la vie de tout être sensible, le désir est inévitable. Le type de produit en plastique que le consumériste fabrique par désir peut être optionnel, mais le désir est inévitable. C'est grâce à ce même désir qu'Apple arrive facilement à nous vendre un nouvel iPhone chaque année. Or, je peux vous assurer que vous n'avez pas besoin du prochain iPhone. En fait, vous ne savez même pas quelles seront ces nouvelles fonctionnalités et vous ne les connaîtrez qu'une fois que vous les aurez vues. N'empêche que vous êtes presque sûr de les aimer quand vous les verrez. C'est là tout l'intérêt de cette notion d'obsolescence dynamique. Vous pouvez ressentir ou atteindre un certain état émotionnel pendant une courte période,
Puis, presque aussi rapidement que vous l'avez atteint, il commence à s'estomper et vous devez trouver autre chose. Nous adorons vraiment ressentir les choses que nous voulons rapidement. Aujourd'hui, nous avons beau avoir une conscience très développée dotée de nombreuses connaissances culturelles et techniques, notre façon de penser est toujours fortement influencée par un inconscient primitif à qui il y a des millions d'années. Nous, les humains, ne sommes pas seulement comme des animaux, nous sommes des animaux. Et tout comme les animaux, nous entrons en compétition pour trouver des partenaires. Dans la nature, les organismes qui ont des ressources supplémentaires à exhiber, tels que des queues voyantes ou de grands bois, annoncent à leurs partenaires que leurs gènes sont si bons qu'ils n'ont pas besoin de lésiner et de s'économiser puisqu'ils sont si forts et possèdent ces attributs étonnants. Le même phénomène se produit dans notre société humaine pour impressionner les membres du sexe opposé. Beaucoup de ces manifestations exigent de dépenser de l'énergie et des ressources naturelles supplémentaires dont nous n'avons pas vraiment besoin pour être génétiquement aptes, mais nous répondons à ces signaux culturels comme si ces choses avaient vraiment de l'importance. Cette question du statut et de sa mise en évidence est, je crois, l'un des éléments les plus fondamentaux de notre comportement. Oui, en effet. Et ceux qui s'y connaissent le mieux en la matière, ce sont les spécialistes en marketing et en publicité. Parce que lorsqu'ils veulent vous vendre des produits conçus par de grands designers ou ceux qu'ils exploitent, ils se préoccupent plus de savoir ce que pensent les autres, car intuitivement, ils ont compris que nous sommes des animaux à la recherche d'un statut social. Nous aimons que les choses soient pratiques et nouvelles. Nous aimons que les sacs soient griffés. Nous aimons boire dans des bouteilles que nous pouvons jeter. Nous aimons les contenants en polyester de notre restauration rapide. Le plastique en lui-même est quelque chose qui persiste dans le temps. Bien qu'il soit recyclé encore et encore, qu'il rétrécisse encore et encore, il nous revient toujours en pleine figure. Et aujourd'hui, on le retrouve dans notre sang. Nous ne sommes pas en phase avec ce qui se dit et ce que nous comprenons, avec ce qui se passe et notre vie actuelle, y compris toutes les choses que nous aimons et qui pourraient poser problème sur le plan écologique, mais que nous aimons tout de même. Nous avons une image très positive de nous-mêmes et nous essayons de maintenir cette perception dans la mesure où nous ne prêtons attention qu'aux informations qui confirment ce parti pris. Nous allons délibérément recadrer les choses que nous avons accomplies afin de rester cohérents avec qui nous sommes. Notre cerveau est toujours en train de créer ces distorsions. Nous n'avons pas de contact direct avec la réalité. L'une des qualités importantes que nous avons développées et qui nous a aidés à survivre est l'identité collective. Aujourd'hui encore, cette identité joue un rôle essentiel dans nos vies et influe inconsciemment et fortement notre comportement et nos actions. Nous avons toujours tendance à rejeter la faute sur les autres plutôt que de l'accepter nous-mêmes. Et cela fait partie de ce parti pris qui crée ou maintient une certaine cohérence dans le fait de se considérer comme quelqu'un de bien. Nous sommes donc tous capables de nous tromper sur ce qui se passe réellement dans notre monde. Et il n'y a pas de mécanisme ou de voie intérieure pour signaler le caractère artificiel de cette situation. Nous ne voulons pas vivre dans l'anxiété. Nous voulons croire que les choses que nous aimons faire ne changeront jamais. Confondons-nous ce dont nous avons besoin avec ce que nous désirons et ce que nous désirons avec ce dont nous avons besoin? La notion de désir est en réalité antérieure à celle de besoin,
Et le besoin n'est en fait qu'un désir stabilisé qui a été transformé, probablement par la société, en quelque chose d'apparemment nécessaire. C'est pourquoi je pense que nous devons faire preuve de prudence lorsque nous parlons d'une société écologique, c'est-à-dire de l'adéquation entre nos besoins et nos désirs. Il s'agit donc d'une lutte permanente entre les centres inhibiteurs au niveau de la partie supérieure du cerveau, notamment la zone préfrontale, qui savent ce qui est bon pour nous, et les zones de mésencéphale, chargées des impulsions émotionnelles, qui veulent juste profiter, sans plus attendre, des petits plaisirs de la table. Supposons que nous sommes dans une boulangerie dans laquelle tout a l'air très bon et que notre cerveau, qui a été programmé pendant notre évolution pour avoir envie de graisse et de sucre, s'emballe. Il voudra vraiment une de ces choses délicieuses. Mais ensuite, notre cortex préfrontal, cette partie du cerveau qui apprend et qui comprend, vous dira « Tu sais, ça fait grossir, et tu as un problème de glycémie, ce n'est pas très bon pour toi. » Le cortex préfrontal a la capacité d'inhiber les impulsions émotionnelles. Une fois que nous comprenons réellement ce que nous coûtent les choses que nous consommons et celles que nous faisons subir à l'environnement, le même mécanisme s'applique et nous permet de revenir sur le balcon de l'esprit où nous pouvons voir tout ce qui se passe afin de prendre une meilleure décision. C'est la première étape vers le changement de nos habitudes. Car sans la pleine conscience, nous ne prêterions même pas attention à nos choix, nous nous contenterions de faire aveuglément, spontanément et automatiquement ce que nous avons toujours fait, nos vieilles habitudes nous reprendraient. Nous sommes plus susceptibles d'adhérer à un message, à une voix ou à une personne qui se présente à nous et est capable de répondre à nos angoisses, à nos incertitudes avec tant d'assurance et de conviction lorsque nous sommes dans un climat d'incertitude, de précarité, de vulnérabilité et de confusion. C'est le constat qui a été fait à maintes reprises en politique. Je n'ai pas besoin de rappeler quelques exemples flagrants de ce qui se passe lorsque le sentiment de peur du grand public est coopté. Près de la moitié des richesses du pays est détenue par 1% des personnes les plus riches. Et nous sommes nombreux, y compris sans doute mes parents à leur époque, à nous démener chaque jour pour survivre. Au cours de leur vie, dans les années 1930, ils ont vu des gens mourir de faim parce qu'ils n'arrivaient pas à gagner leur vie. Bien que la plupart des Américains n'aient pas connu tout ça, certains le ressentent encore. Ils craignent et se sentent tellement menacés par le chômage qu'ils se focalisent sur le court terme. Dans toute relation symbiotique, il est difficile de savoir qui est en haut et qui est en bas, et ce type de relation peut s'effondrer à tout moment. Le désir d'être secouru repose sur un profond sentiment d'impuissance. Ouvrez un journal et regardez un documentaire écologique traditionnel et vous verrez toutes sortes de faits destinés à vous effrayer, à vous bouleverser et à vous culpabiliser. C'est ainsi que nous nous représentons la catastrophe écologique. Malheureusement, cela signifie que, psychologiquement, nous nous replongeons encore dans cette époque où tout cela s'est produit, ce qui nous permet en quelque sorte de choisir de nous engager ou non dans cette voie. Mais le fait est que nous sommes déjà sur cette voie. Lorsque, sur le plan climatologique, nous parlons de la réalité du changement climatique, cela semble, à première vue, un peu déprimant. Ainsi, votre réaction naturelle en apprenant une mauvaise nouvelle et en entendant quelqu'un dire « Non, 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 ce n'est pas vrai », est d'espérer que cette personne qui vous dit que cela n'est pas possible ait raison. Durant mes 6 ans au Congrès, j'ai toujours affirmé que le changement climatique n'avait aucun sens. Je ne m'y connaissais pas vraiment sur le sujet. Comme je représentais le district probablement le plus républicain de l'État et du pays, je savais qu'il fallait que je m'y oppose. Puis, un jour, mon fils est venu me voir. Il venait d'avoir 18 ans et voter pour la première fois. Il m'a dit « Papa, je vais voter pour toi, mais tu dois faire le ménage dans l'environnement. Votre enfant est malade. 98 médecins disent « Traitez-le de cette façon. » 2 autres disent « Non, voici plutôt ce qui convient. »
j'opterai pour les deux. Vous prenez un grand risque pour ces enfants. Certains pensent qu'il s'agit d'un déficit d'information. Si nous donnons aux gens plus d'informations scientifiques, nous leur montrons comment fonctionne la science, ils se rallieront à nous. Il y a des gens qui gagnent leur vie et beaucoup d'argent grâce à des débats radiophoniques et télévisés au cours desquels ils déclarent toutes sortes de choses. Ils ont séjourné à l'Holiday Inn Express la nuit dernière et se prennent désormais pour des experts en matière de climat. C'est un problème d'identification. Cela ne ressemble pas à ma tribu. Cela ne sonne pas comme ma tribu. Cela ne ressemble pas à notre cri de guerre. Cela ne ressemble pas à notre musique. Très souvent, on présente la climatologie comme une sorte de nouvelle religion à laquelle il faut adhérer. Non, ne demandez pas aux gens de croire en la climatologie. Dites-leur simplement, voici des données. Maintenant, que vous dit votre foi concernant ce qu'il faut faire de ces données? La mienne me dit que je suis le gardien de cette glorieuse création. Parfois, la science s'avère erronée. Mais d'autres fois, elle s'avère très juste. La clé des initiatives scientifiques dont nous sommes ici pour discuter aujourd'hui est la transparence, l'accès aux données et leur remise en question complète. C'est ainsi que nous ferons progresser la science. Je suis impatient d'entendre Monsieur le Président. Je vous remercie. Il y a eu des révolutions majeures dans notre façon de penser à travers les civilisations. Par exemple, pendant des milliers d'années, nous avons pensé que la Terre était au centre de l'univers. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et puis, bien sûr, il y avait aussi cette idée comme quoi l'homme est au sommet du règne animal. Mais nous découvrons aujourd'hui, grâce à la sélection naturelle et au darwinisme, que nous sommes qu'une espèce parmi tant d'autres qui ont existé. Enfin, si vous pensez au moi et à l'idée selon laquelle nous serions des individus qui contrôlent toutes leurs actions et tous leurs comportements, cela a été érodé au fur et à mesure que nous avons découvert que ce n'est pas tout à fait vrai non plus. Selon moi, la science aura révélé que l'arrogance, l'individualisme ou l'égocentrisme que nous avons à l'égard de notre planète, de notre espèce et de nous-mêmes n'est pas justifié. L'écologie, un mot dérivé du grec « oikos », qui veut dire « maison ». C'est l'étude des relations qui réunissent tous les membres de la famille Terre. Nous ne pouvons pas dire que l'écologie n'existe que là-bas, au-delà, car elle n'a pas de frontières et elle est en constante évolution. L'écologie est intime. Elle nous colle à la peau et la traverse. Elle est perméable, sans frontières et chaotique. L'intérieur et l'extérieur sont liés à jamais. Donc lorsque nous parlons de durabilité, qu'espérons-nous préserver? L'un des problèmes de la philosophie, c'est qu'elle n'est pas seulement dans votre tête, elle est partout. Tout, d'une certaine manière, a été un rêve dans la tête de quelqu'un, dans un espace construit. La pensée n'est pas seulement quelque chose qui se trouve ici, elle est partout. Le contexte dans lequel nous vivons actuellement est celui dans lequel nous faisons croître l'économie en consommant des biens, notamment des biens qui existent en quantité limitée. En tant que personnes et créatures qui créent du sens et des histoires, nous avons tendance à avoir des personnages ou des protagonistes qui sont soit les méchants, soit les héros ou les sauveurs. Et cela est profondément ancré dans notre psychique humain. C'est ainsi que nous avons tendance à donner un sens au monde. Et la tendance, très compréhensible, est de créer des méchants dans le rôle des entreprises ou des industries pétrolières et d'en faire des héros ou des éco-guerriers. Bien que cela soit compréhensible, cela crée en fait une sorte d'histoire d'exemption où nous, en tant qu'individus, sommes quelque peu exemptés ou quelque peu en dehors de l'histoire.
Dans notre culture actuelle, on se montre très critique à l'égard du capitalisme, qui serait mauvais et sans lequel nous n'aurions pas autant d'impact sur les choses. C'est en partie vrai. Ce système repose sur l'instinct de recherche de nourriture qui réside dans notre nature animale. Les loups, par exemple. Ils préfèrent abattre un élan plutôt que de consacrer le même temps et la même énergie à chasser une souris ou un lapin. De cette manière, ils sont en meilleure forme du point de vue de l'évolution et disposent de plus de calories pour élever leur progéniture. La dynamique est la même chez l'homme. Nous aimons investir peu et obtenir beaucoup plus en retour. C'est ce que nous faisons sur les marchés boursiers, lorsque nous bénéficions d'une remise de 20% sur des chaussures, de 2 cocktails pour le prix d'un à l'heure de l'apéritif, ou d'une bonne affaire lors de l'achat d'une maison dans le cadre d'une saisie exceptionnelle. Le capitalisme n'est pas forcément bon ou mauvais. Il est au service du superorganisme et ensemble, nous fonctionnons comme une gigantesque meute de loups avides d'énergie. Vous savez, l'une des nombreuses causes de la guerre est en fait la pénurie d'énergie. Étant donné que l'énergie circule toujours d'un état comprimé à un autre moins comprimé, l'entropie est le passage constant à zéro des choses. Nous ne pouvons pas créer une machine qui inverse l'entropie. Elle est la raison pour laquelle le temps semble aller dans une seule direction. La raison pour laquelle vous n'avez jamais vu un verre cassé se reconstituer en un verre parfait. Et si vous cherchez la machine écologique parfaite qui réinjectera dans le système l'énergie que la machine en a extraite, je crains que vous n'ayez à attendre la fin de l'univers. Il faut donc toujours laisser une marge de manœuvre dans votre analyse des animaux. Et en disant animaux, je parle au sens large, j'inclus les êtres humains. Pour continuer de penser que nous allons toujours faire les choses correctement, que nous avons optimisé toutes nos actions, nos stratégies de recherche de nourriture et tout le reste, et que nous pouvons extrapoler à partir de là, parce que si nous avions tout bien fait, il n'y aurait pas de problème, n'est-ce pas? Il n'y aurait pas de pauvreté, pas de changement climatique, ni de guerre. L'endroit où on est assis détermine l'endroit où l'on se trouve. Et si l'on est en quelque sorte attaché à un type particulier d'industrie, et que l'on y voit son avenir, il est naturel de s'y accrocher. Il n'existe pas vraiment de marché libre. J'espère que les gens comprendront. Parce que s'il y en avait, nous finirions comme cela a été le cas à la fin du 19e siècle, avec quelques fiducies très puissantes qui contrôleraient toute l'Amérique. Si l'État ne nous aide pas à façonner les forces du marché, celles-ci seront prises par les exigences à très court terme que nous leur imposons. Par notre besoin d'aller à la station-service et d'obtenir le carburant le moins cher, par celui du fonds de pension d'obtenir son rendement de 8%, quel que soit le type d'investissement. Il est très difficile de gagner les 6, 7 ou 8% par an que prévoyaient les calculs actuariels lors de la création des fonds de pension. Ce n'est donc pas une institution étrangère qui nous pousse à nous focaliser sur le court terme, mais nous-mêmes. Pourquoi l'administration n'a-t-elle pas anticipé la crise énergétique il y a plusieurs années? Pourquoi n'a-t-elle pas formulé un plan d'action positif et fait quelque chose pour y remédier? Nous devons apporter une nouvelle perspective à ce propos. Il y a quelques années, j'ai demandé à un membre du Congrès « Quel est le problème le plus difficile auquel vous êtes confronté en ce moment ?» Et elle a parlé des subventions fédérales pour l'assurance contre les inondations en bord de mer, étant donné que nous les avons toujours subventionnées, avec le coût des subventions qui ne cesse d'augmenter, les gens insistent pour acheter des maisons sujettes à l'érosion par les marées et aux inondations, et donc à la destruction, en fin de compte.
Il n'existe pas de tarification transparente et responsable concernant tous les effets de la combustion des combustibles fossiles. Les marchés ne fonctionnent toujours pas correctement. Une fois que ces coûts seront révélés et affichés au compteur et à la pompe, les consommateurs pourront faire des choix dans leur propre intérêt. Nous produirons du carburant de transport sur nos toits. Bien entendu, je ne dis pas que nous atteindrons le nirvana et qu'il n'y aura plus de guerre. Mais l'une des principales causes de guerre sera amoindrie, car l'énergie à ce moment-là sera plus abondante et mieux répartie dans le monde. Si nous voulons être à la hauteur de notre nom, Homo sapiens, qui signifie homme sage, nous devrons comprendre nos motivations subconscientes, nos désirs et justifications inconscients, ainsi que le véritable coût de l'énergie. Lorsque vous regardez dans le passé et étudiez des décisions sur comment vivre dans le monde que les gens à cette époque ont pris, c'est peut-être vrai, techniquement, que nous ne savons pas tout sur l'origine de nos aliments. Nous nous répétons que c'est difficile, alors qu'il suffit de lire le dos du paquet de céréales. On y trouve la composition de tous les produits, et on peut ensuite trouver leur origine sur Google. De quel pays proviennent les matières premières nécessaires à la fabrication d'un iPhone? Nous savons que certaines choses que nous faisons maintenant activent certaines parties de notre cerveau ou inspirent un certain type d'attitude ou inculquent certains types de réponses, quelle que soit la manière dont nous voulons en parler. Nous pourrions considérer le feu que le consumérisme allume en nous et tous ces désirs comme une sorte de passerelle vers d'autres désirs qui pourraient être plus intéressants et plus en phase avec d'autres formes de vie. Lorsque vous considérez l'univers comme un flux d'énergie, cela change tout simplement votre perception de la vie. Tous les systèmes vivants ont besoin d'énergie comme tout individu. Si nous réfléchissons de manière plus stratégique à comment exploiter l'énergie de la planète, la vie serait meilleure pour tous les êtres vivants. Vous savez, le comportement d'un individu peut se manifester différemment d'un niveau à un autre. L'émergence est en quelque sorte interactive. Nous n'avons pas besoin d'un accès à l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais nous avons besoin d'un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à nos sentiments. Si nous pouvions nous approcher les uns des autres sans cette sorte de condescence qui se manifeste trop souvent lorsque nous abordons les questions liées à l'environnement et dire « Très bien, nous cherchons un moyen de faire fonctionner les choses ». L'un des aspects les plus importants de l'évolution de la coopération est le développement d'émotions morales complexes, telles que la sympathie, l'empathie et la compassion. Je pense qu'il s'agit là d'un élément essentiel à notre compréhension de la condition humaine. Les adaptations morphologiques dont nous jouissons ne sont que le reflet de l'endroit où nos ancêtres sont apparus sur la planète. Quelle quantité de soleil ont-ils reçu? Quelle quantité d'oxygène y avait-il dans l'air? Ces facteurs déterminent la forme de leur crâne, la couleur de leur peau, mais cela n'a rien à voir avec l'essence même de l'être humain, car nous sommes tous de la même espèce. Le périple de l'humanité a été assez merveilleux, mais quelle merveilleuse série de problèmes à affronter à l'avenir. Nous n'avons même pas besoin d'aller sur Alpha Centauri pour trouver ces questions et apprendre à nous connaître. Savoir comment envisager les problèmes à long terme. Pouvons-nous incarner cette sagesse qui nous semble inhérente et avancer sagement vers l'avenir? Au sein de notre conseil à Onondaga, lorsque nous regardons vers l'avenir, nous nous adressons à nous-mêmes en disant « Soyons Nesu ». De l'autre côté du feu, Soyons Nesu. J'ai demandé à mon oncle, qui est l'un des vieux chefs, ce que cela signifiait. Il m'a répondu que ça voulait dire « les chefs ». Je lui ai dit non, donne-moi la véritable traduction littérale. Il m'a alors dit que cela signifiait « vous regardez loin dans l'avenir ».
L'astronaute Neil Armstrong, poursuivant l'étape suivante de l'évolution de nos connaissances, a déclaré, à son retour de l'une des plus grandes réalisations techniques de l'humanité, « J'ai senti que la réussite de l'alunissage pourrait inspirer les hommes du monde entier à croire que des objectifs impossibles sont possibles, qu'il y a vraiment de l'espoir pour l'avenir de l'humanité. » Nous vivons dans le passé de l'avenir. Les chances relatives à des résultats futurs changent à chaque seconde. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas plus grand que la somme de ses parties. Chaque partie n'est ni le centre ni le bord. C'est un monde en pleine effervescence, un foyer d'être. Des congénères, humains et non humains, animés et inanimés, sur lesquels nous avons une influence et qui, à leur tour, nous influencent aussi. Les réalités physiques existent, indépendamment de nos désirs. Des mesures apparemment insignifiantes prises collectivement nous ont conduits à ce moment. Tout est un système de relations. Et il n'est pas facile de voir les liens. Les liens entre la peinture d'une grange, l'asphalte indifférent, une conférence de presse. Les liens invisibles entre les attentes humaines, la vulnérabilité et la mémoire humaine, ainsi que la fragilité de la vie elle-même. Non, cela demande un effort. L'énergie se présente sous plusieurs formes. Elle est à la fois la ressource et la finalité de toutes nos activités. L'atmosphère nous tient tous dans ses bras. Nul besoin d'être un poète, un scientifique, un super-héros ou un saint. Chacun d'entre nous peut penser comme nous pensons. La solution que nous cherchons se trouverait-elle à l'intérieur de nous? Nous sommes tous des êtres humains. L'ingéniosité est inscrite dans notre ADN. Et nous pouvons visualiser cela. Quel genre d'avenir aimeriez-vous avoir? Quelle est votre contribution à la création de cet avenir? Demandez-vous, que suis-je prêt à faire? Et pas quelque chose qui demande plus d'efforts que ce que vous êtes prêt à fournir, ni une petite contribution qui ne sert qu'à apaiser votre sentiment de culpabilité, mais qui ne suffit pas à faire le travail. Non. Demandez-vous, que suis-je prêt à faire et qui me semble naturel? Quelque chose que je peux continuer à faire jusqu'à ce que le défi soit relevé. Quelque chose qui s'inscrit dans ma vie, ma profession, mes loisirs et mes relations. Quelque chose qui fait partie de ce que je suis. Vous savez, chacun de nous est unique. Chacun de nous possède un don. Une force qu'il peut mettre au service de la création du monde qu'il aimerait voir dans le futur. Un avenir que nous aimerions pour nos enfants et leur descendance. Nous aimons nos enfants, n'est-ce pas? Une citation du philosophe religieux Pierre Teilhard de Chardin me vient à l'esprit. Après avoir maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la gravité, nous maîtriserons pour Dieu l'énergie de l'amour. Et alors, pour la deuxième fois dans l'histoire du monde, l'homme découvrira le feu.